Bonjour à tous, je suis Aurélie et j'ai lancé Rencontrons le monde en juin 2020 pour vous faire découvrir ou redécouvrir l'Amérique du Sud à travers des francophones qui y vivent. Leur point commun, c'est d'avoir osé changer leur vie. Alors, si vous appréciez écouter Rencontrons le monde, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute. On n'y pense pas toujours, mais cela vous permettra d'être toujours informé de mes prochaines vidéos. Je compte aussi sur vous pour me laisser un petit commentaire et me dire pourquoi vous avez apprécié ou non cet épisode. Quelques instants de votre temps suffisent pour nous permettre de faire connaître l'Amérique du Sud à un maximum de personnes à travers mon partage d'expériences et mon podcast. Retrouvez-moi alors très vite sur ma chaîne YouTube Rencontrons le monde, tout attaché, ou sur mon compte Instagram Rencontrons le monde. Aujourd'hui, je vous partage le 3e épisode avec François. Dans cet épisode, notre invité nous partagera son expérience à Medellín et comment il en est arrivé là. François nous livrera également ses conseils. François nous livrera également ses conseils sur la commercialisation de ses produits en Colombie et nous parlera de ses ambitions. Je pense que ça fait une bonne transition sur la partie de votre business. Si j'ai bien vu, la Colombie, c'est quand même le 3e pays producteur mondial de café. Bien sûr. Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, donc vous avez créé effectivement donc en 2016, si je ne me trompe pas, la marque Chiapa. Alors, un peu plus tard, pour revenir un petit peu, je venais en Colombie fréquemment depuis 2013-2014 pour 2 raisons. La première, c'était que ma société m'avait mis en pré-retraite. D'accord. Et je me plains pas, hein, c'était bien, hein, je me permettais d'être payé et de me promener en Colombie. Et j'ai fait aussi des missions de conseil en entreprise. Mon expérience professionnelle a fait que j'ai pu acquérir un certain nombre de compétences dans pas mal de domaines, donc je suis revenu. Et la deuxième raison, c'était pour préparer en fait ma retraite. Je revenais depuis 2013-2014 pour ces missions-là, et puis pour préparer mon installation actuelle ici en Colombie. D'accord. Donc ça fera 4 ans dans 2 semaines que je suis revenu, on va dire. 4 ans dans 2 semaines, d'accord. Donc, et après, vous êtes revenu en 2016. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes revenu? Vous saviez que c'était pour commercialiser ce que vous faites actuellement, ou vous aviez d'autres projets? Non. Peut-être que vous les avez encore d'ailleurs. J'avais d'autres projets. Avec mon épouse, on avait l'intention d'ouvrir un établissement hôtelier. Pour diverses raisons, ça s'est pas fait. Et puis, on s'est tourné vers de l'immobilier ou vers autre chose. Néanmoins, ce sont des activités qui vous occupent pas beaucoup. Et moi, je suis une personne très active. À partir de 2018, je fréquentais pas mal de gens du milieu du café, et ce qui m'a donné l'idée de monter ma société en fait. Il y a 1 an et demi, janvier 2019, on avait cette idée depuis quelques temps, et puis avec mon épouse, on est parti 1 mois au Mexique, et puis on a dit tiens, on va faire un peu de tourisme, et puis on va réfléchir à ce qu'on veut faire. Et quand on est revenu, on avait notre projet qui était bien clair dans notre tête. C'est votre voyage au Mexique qui vous a un petit peu déclenché cette envie de commercialiser du café? Pas tout à fait, disons que ça a été plutôt un moment d'essayer de penser à autre chose. Vous savez, quand on voyage, on voit plein de choses, et puis l'idée, elle avait germé, et puis elle a mûri. Mais c'est pas le Mexique, je serais allé en Norvège ou au Chili, ça aurait été pareil. Et l'idée avait déjà germé, et quand nous sommes revenus fin janvier 2019, donc nous avons créé la société, créé la marque. C'est notre bébé à mon épouse et à moi, quoi. Mais en plus, elle est toute petite en fait, elle a que 1 an et demi, et vous êtes déjà bien implanté, c'est ce qu'on verra par la suite justement. Est-ce que vous pouvez continuer à nous parler donc un petit peu plus de votre marque Chiapa? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom? Je disais, mon épouse est artiste peintre. D'accord. Et elle a peint un tableau que je vais vous montrer. Oui, avec plaisir. Vous êtes allé à Salento. Bien sûr. Et Salento, pour les auditeurs qui nous écoutent, Salento, c'est un petit peu la région du café et c'est très connu également pour la vallée de Cocora, donc les plus hauts palmiers du monde et qui sont des palmiers en cire. Alors donc mon épouse a peint un tableau qui représente le Cocora parce que nous voyagions beaucoup là-bas et ce tableau a gagné un prix
dans un concours. D'ailleurs, mon épouse était en France, c'est moi qui suis allé à la réception. Félicitations. Pour elle, je lui ai envoyé un message, elle était en France, donc elle a vu ça le matin, elle est très heureuse. Et ce tableau a aussi déclenché notre affaire. Vous parliez de la région du café, oui, et une partie de notre café vient de là-bas. Quand mon épouse a peint son tableau, elle est universitaire. Elle a étudié à la Sorbonne en littérature et en culture en général. D'accord. Elle a cherché l'histoire des palmiers de cire, la palma de cera, qui est l'arbre national de la Colombie. Au XVIIIe siècle, il y a eu une mission botanique. Et un botaniste célèbre, qui s'appelle José Celestino Mutis, est venu vers 1783, je pense. Oui. C'était encore l'Espagne à l'époque, c'était les découvertes qui étaient envoyées par le roi Charles III d'Espagne pour faire un état des lieux des espèces botaniques, des végétaux. Il y en a eu d'autres qui ont été faits par les animaux, mais là c'était les végétaux. Et ce monsieur José Celestino Mutis, il est allé dans le valle du Cocora. Il faut savoir que Cocora, ça vient du nom d'une princesse Quimbaya. Quimbaya, comme c'est joli. D'accord. Les Quimbaya étaient une peuplade qui était dans le centre de la Colombie. Il y a une commune pas loin d'Arménia qui s'appelle Quimbaya. D'accord. Et donc, Cocora était une princesse. Cocora signifie estrella de agua, étoile d'eau. Elle était la fille d'un cacique, d'un chef, donc qui était très, très connu dans la région. Donc José Celestino Mutis est allé dans cette région et il a vu les palmas de cera. Alors, il avait déjà vu des palmiers, parce qu'en Espagne, il y avait des palmiers. Il avait voyagé en Méditerranée, il y avait des palmiers. Mais c'était un des premiers Européens à avoir vu des palmiers si hauts. Il y en a qui font 60-70 mètres de haut quand même. Hein. Oui, ils sont très très hauts, c'est vraiment impressionnant. Mais je voudrais bien que vous m'envoyiez la photo du tableau, si jamais justement on peut le montrer à nos auditeurs. Moi je l'ai vu, hein, mais on montrera le tableau avec la vallée de palmiers qui est sur le café. Avec plaisir. Donc, José Celestino Mutis a demandé aux natifs indigènes Quimbaya comment s'appelaient ces palmiers. Oui. Et ils lui ont dit Chuapa. Chuapa, d'accord, donc ça vient de là alors. Exactement. Quelle belle histoire. Après, quand nous avons créé la société, nous avons cherché un nom pour la marque. Et vous savez que quand vous allez voir une société qui vous fait la publicité, qui vous fait la création de marque, vous avez le branding, où il y a des gens qui pensent à vous trouver une marque. Et nous, on leur a dit, c'est pas la peine, on l'a déjà. Ah oui, donc c'est l'équivalent un peu de l'INPI. Vous avez des publicitaires qui vont vous aider à créer le nom d'une marque. D'accord. C'est le naming, pardon, je me suis trompé. Naming, d'accord. Donc nous, on leur a dit, cherchez pas, on va économiser cette partie-là, parce que on veut appeler notre partie Chuapa. Alors ils nous ont regardés avec des drôles de yeux, on a dit, mais vous inquiétez pas, nous assumons. Parce que c'est un nom très, très authentique du pays. Mais il y a plein de gens, moi, qui me demandent maintenant, mais d'où ça vient ce nom? C'est un nom étranger, c'est un nom mexicain. Et je fais, non, c'est un nom très colombien, mais les gens ne le connaissent pas. D'accord, oui. En fait, disons qu'il faut connaître un petit peu l'histoire de cette vallée de Cocora, de palmiers, pour connaître... Et je crois que nous adorons la culture, nous adorons l'histoire, nous adorons la peinture, et le café. Et tout ça, c'est lié, ça. Bien sûr. On ne peut pas dissocier. Le café, c'est la nature. Le Valle del Cocora, vous le connaissez, c'est un des plus beaux coins du monde. C'est absolument sublime, magnifique, oui. C'est un des coins les plus visités en Colombie. Et moi, je dis, c'est le Mont Saint-Michel de Colombie, ça. Tout le monde y va. Le Mont Saint-Michel de Colombie. Génial. Tout le monde va à Carthagène, tout le monde va voir des tas de choses en Colombie. La deuxième destination en Colombie, le Valle del Cocora. Je pense que Carthagène, c'est là où il y a le plus de touristes. Il y a plus de touristes parce qu'il y a beaucoup de bateaux, de croisières qui arrivent. Alors ça fait beaucoup de gens qui arrivent. Vous avez des énormes bateaux, des croisières en mer... En mer des Caraïbes. Oui, bien sûr. Mais justement, j'ai eu l'occasion d'interviewer Valérie, donc, qui habite à Carthagène et qui nous parlait justement de la ville la plus touristique de la Colombie, qui est en fait Carthagène. Oui.
Mais vous regardez les fréquentations de cette région, c'est énorme. Oui. Moi, je connais le Cocora depuis 20 ans, 25 ans. J'avais jamais vu de personne. À présent, tout le monde va là-bas. Ça fait partie des tours. Vous regardez, hein, les gens, ils font à peu près toujours le même circuit. Donc cette région, c'est une région qu'on adore, vous avez compris. On fait un bon café et puis bah voilà. Et après, il y a tout ce qui a découlé de notre commercialisation de notre marque. Nous avons déposé la marque, comme vous parliez, l'INPI. Elle a été déposée, elle a été acceptée parce que c'est un nom qui n'est pas connu. En fait, on craignait pas grand-chose, quoi. Oui. On aurait appelé ça San Martin ou un nom plus commun. Oui, là, il y aurait eu des grandes chances. C'est une marque que je viens de déposer en France, d'ailleurs. D'accord, donc que vous avez déposé et en Colombie et en France. Et puis peut-être dans un autre pays. Hein. Il y a des stratégies commerciales, il faut bien penser à ce qu'on fait, quoi. Exactement. Et pour quelle raison vous avez choisi de le commercialiser en France alors? Ah, parce que c'est quand même mon pays. Bien sûr, mais est-ce que je veux dire ça a un lien avec la commercialisation du café? J'ai un rêve. C'est qu'on puisse boire mon café à la terrasse sur les Champs-Élysées. Hein. Vous avez déjà de nombreux clients. Mais pas encore sur les Champs-Élysées. Moi, un de mes rêves, c'est que ce soit bu au boulevard Saint-Germain, les Champs-Élysées ou Venise. Piazza San Marco, imaginez. Bien sûr, j'imagine. Mais justement, est-ce que votre café est commercialisé en France? Alors maintenant, oui, depuis peu de temps, nous avons un distributeur à Tours. Un ami qui était ici avant, qui avait un restaurant, c'était un client en fait, hein, et il m'achetait mon café, il est rentré, il est allé à La Réunion, il est allé en France et maintenant il commercialise mon café. Génial. Et puis on a quelques espoirs, je ne veux pas trop en parler, mais on est en train de bien voir pour trouver un distributeur dans un premier temps, quoi. C'est pour ça que je compte bien mettre le paquet, comme on dit, sur la France. J'exporte aussi aux États-Unis. J'ai du café qui part en Hollande. J'ai envoyé du café en Angleterre, en Corée du Sud. Pas des grandes quantités, bien sûr, mais petit à petit. Petit à petit, les choses se font. Et comment vous vous faites connaître alors? Parce que justement, vous parlez des États-Unis, vous parlez donc de la France, donc c'est un ami à vous, vous parlez d'un pays de l'Europe de l'Est, mais comment est-ce que vous vous faites connaître? Parce que en fait, je suis à Paris, ça n'a que 1 an et demi. Il y a quelque chose qui se dégage de cette marque. Moi, j'ai un Coréen, il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, j'ai envoyé du café. Il m'a dit, je suis allé voir votre marque, j'ai trouvé fantastique. Je veux ce café-là en Corée. Vos paquets sont beaux. Ah. Et ici, vous avez des superbes paquets. Je ne suis pas le seul à faire des jolis paquets, mais il y a des paquets qui ne sont pas très jolis. Mon café est très bon, hein. C'est des cafés déjà d'un bon niveau. Hein. C'est des cafés spéciaux, des cafés de spécialité en fait. Mais bon, il faut attirer l'œil. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu, parce que vous dites c'est un café de spécialité, est-ce que vous pouvez expliquer dans les grandes lignes qu'est-ce qu'un café pour vous de spécialité et ce qu'a votre café de particulier? Dans les années 70, il y a une association, Special Coffee American Association, SCAA. Il existe l'équivalent en Europe d'ailleurs avec SCEA. Ouais, je pense, a décidé de faire comme avec le vin, c'est-à-dire quantifier et de qualifier le café. Alors, on a défini des critères de sélection qui ressemblent à ceux du vin. Vous avez le goût en bouche, le bouquet, l'arôme, la résilience. Vous avez à peu près les mêmes critères que dans le vin. Et on a pris ces 10 critères et on a dit, pour qu'un café soit dit de spécialité, c'est un café qui doit obtenir au moins 80 points sur 100. D'accord. Ce sont des cafés qui sont goûtés par l'équivalent des sommeliers dans le vin. On appelle ça des catadores en espagnol ou graders en anglais. Et ces gens-là ont décidé de vendre grâce aux qualifications SCAA, de dire, ben voilà, entre un café qui est très moyen et un café
qui réunit ses qualités avec ses minimum 80 points. Donc on fait évoluer le produit, on le fait monter en gamme. D'accord. Et mon café, celui qui a les points les plus bas, le score, on dit, il fait 84 points. Donc je suis largement au-dessus. C'est un très bon café. Oui. De 80 à 84 ou 85, ça dépend des spécialistes, ce sont des très bons cafés. Après, au-dessus de 85 à 90, ce sont des cafés d'exception. D'accord. Et après, au-dessus, c'est les très grands crus, quoi. C'est l'équivalent des Château Margaux et des Romanée Conti dans le vin, quoi. C'est des cafés qui sont très très chers. Et moi, je me situe dans une gamme entre 84 et 86. On pourrait faire plus, mais après, il faut les vendre. Et c'est pas toujours facile de vendre ces cafés-là. Après, il faut trouver des clients pour des cafés. Ce sont des cafés très chers. Bien sûr. Mais justement, est-ce que vous pouvez donner un ordre d'idée de votre café? À combien est-ce qu'il est commercialisé? Ici, on est autour de 5 € à peu près, le 5 x 4, 20, oui, on est un peu moins. En Colombie, je parle. D'accord. Entre 5 € pour une livre, ce qui est vraiment pas cher. On est 60% moins cher qu'en France ou aux États-Unis, quoi. Et les plus chers sont à 8-10 € à peu près la livre, à 500 grammes. Donc c'est vraiment pas cher. Effectivement, c'est vraiment pas cher et pourtant vous dites que c'est vraiment un café de sélection. J'ai pas voulu mettre la barre trop haut parce qu'il faut quand même les vendre. Alors je cherche pas forcément à jouer sur le volume, mais pour se faire connaître, il faut du volume. Et c'est des cafés que vous trouvez à, si je mets en kilo, ça ferait pour le moins à côté, mais qui est déjà un niveau, c'est des cafés destinés à l'exportation. Et on exporte toujours le meilleur, on n'exporte pas le mauvais. Ça mettrait à 10 € à peu près le kilo, alors que c'est des cafés que vous trouvez à 30 ou 35 € en France, quoi. Non, mais tout à fait. Mais après, je sais que nous, par exemple, on n'a pas le même rapport à l'argent. Donc, le SMIC, par exemple, en France, n'est pas le même qu'en Colombie. Peut-être qu'en Colombie, enfin, je ne sais pas, mais peut-être qu'en Colombie, pour les Colombiens, ça peut leur paraître un petit peu cher. Comment est-ce qu'ils perçoivent cela? 20 000 pesos, c'est un café cher. D'accord. Pour pas mal de Colombiens qui sont habitués à boire du café qui coûte moins de la moitié. Donc c'est un café, c'est plutôt la bourgeoisie moyenne et haute bourgeoisie qui achète ces cafés de spécialité. Le phénomène de café de spécialité est pas très ancien, c'est assez récent en Colombie. Il y a eu un souci en Colombie, la Fédération nationale des cafeteros, dans les années 75-80, notamment avec le Tour de France, où il y a eu beaucoup de cyclistes qui a couru le Tour de France. Donc ils ont cherché à faire du volume. Ils ont fait un café qui était pas mauvais, mais qui sortait vraiment pas de l'ordinaire, quoi. C'était pas un mauvais café, mais c'était pas un café qui était excellent. Et depuis une quinzaine d'années ici, alors moi j'ai pas connu le début, parce que je suis arrivé finalement très récemment dans l'affaire, tous les gens qui produisaient ont pris conscience que s'ils sortaient pas des cafés, parce que ça rapporte beaucoup de devises quand même. Tout le monde fait du café dans le monde. Le Vietnam produit beaucoup plus de café que la Colombie. C'est le deuxième producteur. Le Brésil et le Vietnam, oui, tout à fait. Voilà, mais il y a du café partout dans le monde. Et en Amérique latine, il y a le Guatemala, Honduras, Panama qui produisent d'excellents cafés. Alors, il fallait que les productions sortent de l'ordinaire et montent en gamme. Donc c'est pour ça qu'ils sont vraiment suivis tous les critères de la SCAA dont je vous parlais tout à l'heure pour faire monter leur café et dire voilà, les grands marchands de vin vendent d'excellents produits. Donc nous, il faut qu'on fasse pareil. Et ils ont réussi, c'est un pari qui a réussi. Maintenant, tout le monde en Colombie, même des petits producteurs, font du café spécial, café de spécialité ou specialty coffee en anglais, parce qu'ils se rendent compte qu'ils le vendent beaucoup plus cher. Pour arriver à avoir ce niveau de qualité, il y a une sélection qui est très forte, quoi. Oui, j'imagine celle dont vous venez de nous parler, justement. Ouais. On fait vraiment je vous passerai des photos, mais c'est trié, je vous assure. Avec plaisir, oui. Très sérieuse. Tout à fait. On a carga des cafés ici, c'est une mesure, c'est 125 kilos de café. C'est acheté en gros 1 100 000 pesos. Voilà. Alors un café moyen coûterait entre 1 100 000 et 1 200 000. Pesos. Oui, pesos. Nous achetons, le café à 1 million
4, 1,5 million. C'est-à-dire que nous disons, nous vous le payons plus cher, mais on veut de la qualité. Quand vous dites vous l'achetez, c'est que vous l'achetez directement auprès du producteur? Alors, il y a deux façons de travailler, je l'achète soit au producteur, soit au torréfacteur. Donc j'achète mon café vert à des producteurs et j'achète mon café torréfié à des torréfacteurs qui font tout le process de tria, de sélection, de torréfaction, de mise en sac et tout ça. Donc les producteurs savent bien que si le café n'est pas bon, on ne l'achètera pas à notre prix, on l'achètera beaucoup plus bas. Ça fait 300 000, ça fait presque 35% de plus qu'un café moyen. D'accord. Ça vaut le coup de mettre les efforts quand même. Est-ce que tout le long de l'année, le café a le même goût ou bien est-ce que ça peut dépendre de la période de l'année? Bien sûr, on fait toujours l'analogie avec le vin parce que ça y ressemble. Il y a des meilleures années que les autres. C'est sûr, parce qu'il y a les conditions climatiques, il peut y avoir un peu plus de pluie, un peu moins de pluie. Alors ici, on n'a pas de gelée ici comme il y a au Brésil, parce que c'est un pays quand même beaucoup plus tropical. Bien sûr. Déjà, c'est un café d'altitude ici. La Colombie produit de l'Arabica qui pousse au-dessus de 1400-1500 mètres d'altitude. Ah oui, effectivement. Alors que le Robusta, lui, il pousse entre 800 jusqu'à 1100. Et ici, ce sont des cafés uniquement d'altitude. Et la Colombie, il n'y a pas de gelée dans les régions du café. Pour que le café pousse, il faut du soleil et de l'eau. Ici, il ne fait pas froid. Donc ça pousse idéalement entre 1450 et 2100 mètres à peu près. Les cafés sont entre 1600 et 2000 mètres à peu près. Donc ce sont d'excellentes altitudes. C'est important l'altitude. Vous aurez des cafés qui seront moins amers, un peu plus acides. Plus c'est haut, les grains vont mûrir un peu plus lentement parce qu'il fera moins chaud que quand vous êtes à 1000-1200 mètres. Donc les cafés d'altitude sont des cafés beaucoup plus chers, faut savoir. D'accord, oui. Et en plus, maintenant, avec le réchauffement climatique, les cafés ont tendance à... où il y avait du café à 1000, 1100, 1200, la température augmente et les gens abattent le café et plantent des bananes ou autre chose, quoi. Ah oui. Le café est en train de monter en gamme, en qualité bien sûr, et en altitude pour la culture. Et justement, c'est un milieu passionnant. C'est vraiment passionnant, tout à fait. Mais justement, comment est-ce que vous avez sélectionné donc la finca? Donc on rappelle encore pour nos auditeurs donc qui ne connaissent pas forcément. Donc c'est l'endroit où est produit donc votre café. Comment est-ce que vous l'avez sélectionné? Donc c'est à travers les différents, donc les 10 éléments dont vous nous avez parlé jusqu'à présent, ou il y a d'autres critères qui rentrent en compte? Et puis il y a le bouche à oreille aussi, parce que au début, vous prenez les choses d'une façon très théorique. Vous n'avez pas le côté pratique. Donc, au début, il faut aller écouter les gens. Moi, j'ai une amie qui a une culture de café dans le Quindío, justement, et qui m'a conseillé certains producteurs. D'accord. Et après, de fil en aiguille, vous apprenez. Moi, j'ai fait 2 formations sur le café il n'y a pas très longtemps, parce que je continue de me cultiver, de vous former en café. Voilà. Donc ici, il y a un centre d'apprentissage qui s'appelle le SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. Et il y en a un qui se trouve à Medellín, qui est spécialisé dans le café, extrêmement compétent. Vous apprenez au contact de ces gens-là, quoi. Il y a une partie mimétisme. Au contact des gens compétents, on devient compétent. Bien sûr. Et vous formez donc continuellement. Mais du coup, sur quoi vous formez justement? C'est intéressant. Enfin, dans les grandes lignes, en quelques phrases. Sur la sélection, notamment. Sélection physique, c'est-à-dire quand vous voyez un café vert, vous êtes capable de dire ça c'est pas bon, ça c'est bon. Donc vous êtes capable de faire un tri. C'est ce qui vous permet de savoir l'acheter, par exemple. D'accord. C'est l'évaluation des qualités physiques d'un café. Un point de vue sensoriel, j'ai fait des formations aussi sur la préparation de boissons. On va savoir faire le café. Avant, on ne sait pas faire le café. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas combien la proportion entre l'eau, entre le café. Si on ne passe pas par des gens qui vous enseignent, vous passez à côté de beaucoup de choses. Mais je vous dis,
comme tout métier. Bien sûr. Est-ce que vous avez quelques conseils à donner à nos auditeurs concernant le café? Acheter le café déjà. Oui. Règle numéro 1, choisir Chiappa. Au-delà de ça, acheter du bon café. Même si c'est pas le mien, buvez du bon café. Moi, je dis toujours, la vie est trop courte pour boire du mauvais café. Et vous n'avez pas tort. Ne buvez surtout pas de café instantané. C'est absolument horrible, c'est mauvais. C'est mauvais parce qu'il y a beaucoup de produits chimiques et puis ça coûte très cher en plus. Il vaut mieux privilégier les producteurs de café directement, oui. Comme vous. Il faut privilégier le café spécial. Il y a des tas de grandes marques qui sont très connues, mais qui ne communiquent pas sur ce côté café spécial. Ils ne vous diront pas ce que c'est. Donc ils ne préfèrent pas d'ailleurs. Ils veulent faire du volume, ils ne veulent pas trop faire de la qualité. Ouais. Alors qu'on peut faire les deux. Bon, pour l'instant, je préfère faire du café. Vous savez, moi, je ne vis pas de ça. C'est une passion. Je fais ça parce que j'ai envie, parce que ça me plaît. Je ne veux pas faire de concessions à la qualité. Je ne vends que du café frais, par exemple. J'ai du café qui va partir en Hollande. C'est du café qui aura été torréfié cette semaine, quoi. Et par rapport au délai de livraison, ça ne va pas poser de problème, du coup? J'ai envoyé du café à Paris, à Dunkerque, la semaine dernière. En 3 jours, c'est arrivé. Hein. Ah oui, donc c'est vraiment très très rapide. Très rapide. Vous avez dit acheter ma marque Chiappa, mais est-ce que nous, Français, on peut acheter donc en tant que particulier votre marque ou on doit absolument être une entreprise pour l'acheter? Pour l'instant, je débute la commercialisation de mon café. Je vous parlais de Tours tout à l'heure. Oui. Je suis en pourparlers avec une personne qui va sans doute me le distribuer. Pour l'instant, je fais des envois, des petits envois, mais on espère que d'ici quelques temps, début de l'année prochaine, on trouvera dans pas mal de boutiques à Paris. D'accord. Je vous le souhaite en tout cas, oui, exactement. Tenez-moi au courant et je tiendrai au courant nos auditeurs. J'espère que cette conversation avec François vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous sur les réseaux sociaux en nous mentionnant @café Chiappa et @rencontrons le monde. Dans le prochain épisode, nous retrouverons François qui nous donnera ses conseils pour visiter Médéine hors des sentiers battus.